Mesdames et messieurs, on va pouvoir commencer cette séquence. J'ai d'abord demandé à mesdames et messieurs les académiciens de nous rejoindre sur scène. J'appelle monsieur Régis Compeau, Marc Barani, Jacques Rougerie et puis Muriel Mayette-Holz à s'installer. Là, Muriel. Ah, on allait la perdre. Alors, mesdames et messieurs, chers amis de l'océan, c'est un grand privilège pour moi d'ouvrir et d'animer cette table ronde organisée par la Fondation Jacques Rougerie, Académie des Beaux-Arts, dans le cadre exceptionnel évidemment de cette conférence des Nations Unies pour l'océan, ici à Nice. Alors que les États du monde entier se réunissent pour penser l'avenir de notre planète bleue, nous avons souhaité créer un espace singulier, un espace suspendu, où l'art entre en dialogue avec la mer. Car l'océan a toujours été une source d'inspiration inépuisable pour les artistes. Virginia Woolf lui confiait les oscillations de l'âme humaine, Claude Monet en captait les reflets mouvants sur la toile, Franck Gehry en traduisait évidemment la fluidité dans ses courbes architecturales ondulantes, et Claude Debussy l'élevait en musique dans La mer, cette œuvre aux vagues invisibles mais puissantes. Et ces œuvres, elles ne sont pas seulement esthétiques, elles nous parlent également de l'essentiel, du lien profond entre l'humain et le vivant, entre la création et la nature, entre l'imaginaire et le réel. Aujourd'hui, à l'UNOC, la Fondation Jacques Rougerie Académie des Beaux-Arts donne la parole à 4 académiciens de l'Institut de France, membres de l'Académie des Beaux-Arts, réunis pour la première fois dans ce cadre onusien. Muriel Mayette-Holz, comédienne et metteuse en scène, Régis Compeau, illustre compositeur, Marc Barani, architecte, et évidemment Jacques Rougerie, architecte, océanographe et fondateur de la Fondation Jacques Rougerie, Académie des Beaux-Arts. Alors à travers leur regard croisé, c'est l'Institut de France lui-même, ce parlement du monde savant, qui vient affirmer son rôle de phare culturel et poétique dans la tempête que nous traversons aujourd'hui en lien avec l'environnement. Et c'est tout l'objet de la Fondation Jacques Rougerie, servir de lien pour que art, science et technologie se mettent au service de la nature. Et ici, plus que la nature, c'est au service de l'océan qu'elles se mettent. Alors c'est ce que nos académiciens nous offrent aujourd'hui, un moment d'engagement, d'émotion et d'inspiration au service de l'océan. Sans plus attendre, laissez-moi introduire notre première intervenante, Madame Muriel Mayette-Holz, comédienne, metteuse en scène. Elle entre à la Comédie Française à 21 ans, en devient sociétaire puis administratrice générale. C'est la première femme à occuper cette fonction depuis la création de l'institution en 1680, si je ne me trompe pas. Elle a également dirigé l'Académie de France à Rome, la Villa Médicis, et elle est aujourd'hui à la tête du Théâtre national de Nice, ainsi que la Villa Ephrussi de Rothschild. Femme de scène et de vision, Muriel Mayette-Holz nous parlera de la mer comme espace théâtral, dramatique, de cet étrange cousinage entre le théâtre et l'océan. Et tous deux, évidemment, sont liens et sont des lieux de l'horizon, de souffle et de silence. Muriel, je vous laisse la parole et si vous voulez bien transmettre. Qui est allumé? Oui, ça marche. Bonjour, bonjour à vous tous. Je voudrais remercier Jacques Rougerie, ce merveilleux monsieur, académicien, de m'avoir invité. Je vais commencer puisque tout ce sommet, l'UNOC, est là pour nous alerter. Merci Jacques. Pour nous alerter sur la fragilité, sur l'importance de la mer, sur sa présence. Je vais commencer par un tout petit poème de Beckett qui dit: imagine si ceci, un jour, ceci, tout ceci, un beau jour, imagine si un jour, un beau jour, tout ceci cessait. Imagine. Alors, moi, je viens du théâtre, je viens de la scène, du spectacle vivant. Et quand Jacques m'a proposé ce rendez-vous, je me disais, en fait, mon métier, c'est comme la mer. C'est toujours pareil et c'est toujours différent. Et ce qui est très difficile à expliquer au public, aux amateurs de théâtre ou de spectacle vivant, c'est que, en fait, quand ça devient un métier,
on ne fait pas, on n'essaye pas de reproduire ce qu'on a mis au point. On essaye de le retraverser, un peu comme la mer, c'est-à-dire c'est toujours la même chose, mais c'est jamais la même chose, parce que le moment présent change tout. Et c'est ce qui se passe dans la mer. Les vagues sont là, mais c'est toujours des vagues, mais ça ne sont jamais les mêmes vagues. Et c'est ce qui est le plus difficile dans le spectacle vivant, dans la création, c'est de se rendre à nouveau disponible. Et on imagine souvent ce métier comme l'obligation d'agir. J'ai appris mon texte, j'ai appris ma chanson, et je vais la redonner. Et donc je vais agir pour le public. Et en fait, c'est pas tout à fait juste. C'est un métier qui demande de réagir. On a une mémoire qui est tellement profonde, enfin on est censé avoir une mémoire qui est tellement profonde qu'au fond c'est un peu comme un danseur qui ferait le grand écart, c'est pas tellement ça la virtuosité. La virtuosité, c'est de se rendre totalement disponible au moment présent et de réagir à ce qui se passe dans cette colonne d'émotions entre le public et l'acteur, ce qui se passe dans le moment présent. Et quand j'ai commencé par dire la mer, elle a une présence incroyable, elle est là. Elle n'explique pas comment elle est là. Elle est là sur la plus grande partie de la planète, comme une respiration qui nous enchante et qui nous inquiète aussi. Et pourquoi elle nous inquiète ? Parce qu'il y a tout ce mystère au-dessous. Ça peut être l'humus de la forêt, mais il y a toute cette forêt intérieure à laquelle on n'a pas accès si facilement. Et pour nous, les artistes ou les acteurs, c'est pareil. Je suis mon propre instrument. J'ai à l'intérieur de moi toute une vie, tout un mystère, même une part de moi que j'ignore et que je dois laisser s'exprimer. Et donc, en fait, je dois trouver la confiance de la laisser parler. Et c'est ce qui est le plus difficile dans nos métiers, parce qu'on a envie, pour se rassurer, de faire. Et je crois que la mer, tout comme nous, elle réagit à ce que nous lui proposons. Elle n'agit pas en soi. Elle n'est pas là pour nous faire peur ou pour nous. Elle est là, simplement elle est là, dans cette vie qui bouge, comme un cœur qui bat, comme nous. Et nous, dans le spectacle vivant, c'est en fait une célébration du vivant, ce que nous faisons. Et comme c'est un espace, en fait, au théâtre, par exemple, on doit toujours remplir la boîte noire. Quand on a là, on est sur un plateau, il est bleu. Mais on doit quand même faire quelque chose dans le bleu. Mettre une image, je vais vous mettre des images. Vous avez des slides ? Oui, alors il est là. Il est là, mon slide. On va mettre une image. J'appuie là. Le vieil homme et la mer, voilà. Vous le voyez ? Il faut encore appuyer. Ben voilà. Là, c'est la première ce soir du Vieil homme et la mer que j'ai mis en scène au théâtre dans la salle des Franciscains, au Théâtre national de Nice. Et donc, quand on est dans un espace, on doit un peu remplir cet espace. On peut décider qu'il soit nu, mais la nudité, c'est un espace. Hein. C'est pas neutre. La nudité, c'est compliqué à gérer parce qu'en fait, il y a plein de choses. Il y a des projecteurs, il y a des écrans, il y a des couleurs. Quand on joue à l'extérieur, puisque là, on va avoir un festival de tragédie. Alors là, vous voyez, avant d'aller sur le festival de tragédie, là, ça, c'est Bérénice. C'est une pièce que j'ai montée il y a 2 ans, avec Carole Bouquet notamment. Et elle regardait, c'était comme un tableau de Hopper, et elle regardait toujours vers l'extérieur, vers la mer, hein, puisque c'est cette princesse palestinienne qui est avec son amour de Titus et qui doit repartir. Donc vous voyez, quand on est dans un espace fermé, eh bien, on est obligé de la convoquer d'une autre manière, la mer. Et là, j'ai monté Phèdre la saison dernière, dehors dans les arènes de Cimiez, dans le cadre du festival de tragédie que j'ai initié et qu'on recommence là à partir du 18 juin, notamment avec le vieil homme et la mer. Et je vais vous montrer une photo du vieil homme et de la mer qui se joue ce soir, qui est là. Là, vous voyez, j'ai amené un bateau pour faire le vieil homme et la mer. J'ai essayé d'amener dans l'église des franciscains une image qu'on va essayer d'animer de la mer. Mais si je retourne en arrière, alors il m'a montré, c'est comme ça, voilà. Dans les arènes de Cimiez, puisqu'on va le jouer là, l'espace
nous donne une verticale, change tout. Et un acteur, il réagit à l'espace. Je rêvais de faire Le vieil homme et la mer sur la mer à l'occasion de l'UNOC. Je voulais le faire sur un bateau, puis c'était compliqué, paraît-il, pour la sécurité. C'est dommage parce que la sécurité nous empêche beaucoup de choses. Je ferme ces petits commentaires. Et donc, là, quand on est dans les arènes de Cimiez, vous allez me dire, c'est pas la mer, mais on a le ciel. Et quand on partage avec le public un espace vivant, un vrai espace, c'est merveilleux parce qu'on n'est plus que avec le corps de l'acteur et le texte. On n'a pas à remplir avec une esthétique, un imaginaire plastique. On est dans les vrais éléments. Et ces vrais éléments sont extraordinairement inspirants. C'est davantage l'espace du poète qu'une boîte fermée. D'ailleurs, à l'origine, le théâtre, c'était en extérieur. Hein. C'était dans le théâtre antique, il y avait des grandes... des arènes où on pouvait convoquer la phrase du poète. Et c'est ce qui manque un peu, c'est ce qui est le plus compliqué à reproduire quand on est à l'intérieur. Parce que, et quand on parle de la mer, alors je ne vais pas vous citer tous les spectacles qui parlent de la mer, mais par exemple chez Racine, il y en a beaucoup. Et là, quand j'ai fait Le vieil homme et la mer, c'est une histoire admirable. Et plus je le travaille, plus je comprends la qualité, la puissance de ce texte, puisque on l'a dans un souvenir d'enfance, quand on a été plus ou moins obligé de lire ce texte, qui a été prix Nobel de littérature en 1958. Et maintenant, je comprends pourquoi, parce que c'est un homme qui se bat seul pour son orgueil, pour sa vie, contre un poisson, et il gagne contre le poisson. Mais après, quand il revient, comme il est allé très loin, il perd contre les requins. Et c'est au spectateur, au lecteur, de choisir s'il a gagné ou s'il a perdu. C'est un homme seul face à la mer. Et donc, comme symbole d'être dans le cœur de la vie, face à lui-même. Et à la fin, tu as l'impression, c'est ce que je fais dans le spectacle, il se bat contre son ombre, parce qu'il se bat... pour essayer lui-même de résoudre la question, est-ce que j'ai gagné ou est-ce que j'ai perdu? Et à la fin, il s'écroule face contre terre. Voilà. Donc la mer, elle est pour moi la mer M-E-R-E de mon travail. C'est-à-dire, un peu comme on peut rester des heures devant le feu, on peut rester des heures devant la mer, et quelque chose nous arrive de l'ordre de l'inspiration. Parce que ça nous met à l'intérieur d'un cœur battant. Or, c'est un cœur battant. Et pour moi, mon métier, c'est vraiment la célébration du vivant. Alors, je vous ai apporté... Vous me dites stop quand c'est trop long, parce que je ne mesure pas trop... Ne vous inquiétez pas, je suis la montre. Vous la suivez, d'accord. Je vous ai apporté quand même, parce que ça sera plus probant que tout ce que je peux vous dire, quelques poèmes qui traversent les siècles. Je vais commencer par un poème de Marbeuf, parce que la mer, elle est présente dans... chez presque tous les grands auteurs, Victor Hugo étant le maître, le poète maître de la mer, comment il les a mis en mots. Mais là, je vais commencer avec un poème de Marbeuf qui dit « Et la mer et l'amour ont la mer pour partage, et la mer est amère, et l'amour est amer. L'on s'abîme en l'amour aussi bien qu'en la mer, car la mer et l'amour ne sont point sans orage. Celui qui craint les eaux qu'il demeure au rivage, celui qui craint les maux qu'on souffre pour aimer, qu'il ne se laisse pas à l'amour enflammer, et tous deux, ils seront sans hasard de naufrage. La mer de l'amour eut la mer pour berceau. Le feu sort de l'amour, sa mère sort de l'eau, mais l'eau contre ce feu ne peut fournir des armes. Si l'eau pouvait éteindre un brasier amoureux, ton amour qui me brûle est si fort douloureux que j'eusse éteint son feu de la mer de mes larmes. Baudelaire, je vous en lis que des tout petits bouts. Souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. Éluard. Les poissons, les nageurs, les bateaux transforment l'eau. L'eau est douce et ne bouge que pour ceux qui la touchent.
Le poisson avance comme un doigt dans un gant. Le nageur lentement danse et la voile respire. Mais l'eau douce bouge pour ceux qui la touchent, pour le poisson, pour le nageur, pour le bateau qu'elle porte et qu'elle emporte. Jacques Prévert. Dans le fracas du vent, tout ce qu'elle vocifère et qu'elle chante en rêvant dans les sables mouvants, tout ce qu'elle tait soudain, silencieuse, étale et plate, calmement. Raymond Queneau. Au soleil, la mer est douce comme un écran de satin. À sa surface, je me pousse, nageant comme un poussin. Mais le poussin gagne ses ailes et le poussin devient poisson. Et je m'envole, hirondelle, vers les rochers au plus profond. Marguerite Duras, c'est la mer. Elle a tout pris. Elle a cassé la forêt de marbre. Mais elle garde aussi. Christ, elle garde aussi. Et rien, elle garde aussi. Elle se trompe, la mer. Elle marche avec le temps, tout comme si c'était possible. Et puis, Jacques Charpentreau, la mer s'est retirée, qui la ramènera? La mer s'est démontée, qui la remontera? La mer s'est emportée, qui la rapportera? La mer est déchaînée, qui la rattachera? Un enfant qui joue sur la plage avec un collier de coquillages. Et puis, dans nos mémoires, on le sait, pour finir, je vais vous emmener sur quelques petits refrains, quelques petites chansons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta ta ta. Moi, la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mardi. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets chantants, je ne sais plus, avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et de vagues rochers. Vague, avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'Est, écoutez-le tenir. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dell'acqua e ti vieni a sdraiare. Sapore di sale, sapore di mare. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il marcherait pas. Voilà. Bravo, Bilal, bravo. Merveilleux. Je crois qu'on vient de partager un moment rare à l'UNOC. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait d'autres des comme celui-ci. Merci beaucoup Muriel Maët-Holz pour cette présentation extraordinaire. On va passer le slider à Régis qui va... alors notre second intervenant c'est Régis Compeau, compositeur né à Marseille. Il est aujourd'hui membre de l'Académie des Beaux-Arts où il occupe... Oui. Il faut passer à la slide d'après. C'est pas toi là. C'est un artiste, hein, n'oubliez pas Régis. Il faut appuyer sur le bouton vert, Régis. Ah, bravo. Alors, Régis Compeau est aujourd'hui membre de l'Académie des Beaux-Arts où il occupe le fauteuil autrefois tenu par Olivier Messiaen. Son œuvre, reconnue dans plus de 30 pays, se distingue par une grande variété rythmique, une couleur sonore, joyeuse, ludique et profondément humaniste. De l'opéra de Dijon à celui de Nice où a été créé en 2024 La Petite Sirène, son dernier opéra, Régis Compeau n'a cessé de chercher, comme il le dit lui-même, la voix de l'océan, une voix féminine, envoûtante, sensuelle, parfois pop, parfois lyrique, mais toujours vivante, la voix des sirènes,
Aujourd'hui, il nous parlera de cette parenté entre la musique et la mer, toutes deux insaisissables, charnelles et ensorceleuses. Régis, je vous en prie. Merci Amine, merci Jacques de ton invitation qui me touche énormément. Et je retrouve mes amis Marc et Muriel. Et voilà, on est liés aussi, nous tous, avec la mer. Ma petite sirène, elle a été créée à l'Opéra de Nice. C'est très étrange parce que ma chanteuse que nous avons choisie à Nice, voilà, c'était à l'Opéra, on a fait un casting. Et puis par hasard, j'étais à Paris sur les quais de Seine avec un pote, on parlait... Non, mais alors tu vas voir... On parlait et à 22h, il me dit « Mais tu fais quoi en ce moment ?» Et je fais « Oh, je suis en train de composer ma petite sirène. » Et il y a une voix fantastique, il y a une sirène. Et tout à coup, je vous jure que c'est vrai, il y a une voix qui passe et j'entends Régis Campo. Alors je dis « Tiens, on me reconnaît dans la rue comme ça. » Mais je suis votre sirène. Alors je dis « Mais qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Mais c'était ma chanteuse qui passait tout près des quais. Vous voyez ce qu'on appelle une synchronicité pratiquement, et j'ai eu vraiment l'impression qu'elle sortait de l'eau. Et c'est ce que j'ai depuis tout petit quand je suis à Marseille, quand je vois la mer. Et j'ai un côté contemplatif où, comme tu disais tout à l'heure, on est happé, parce qu'on sait que, comme tu disais, Jacques, la mer a toujours le dernier mot, comme la musique. Mais à la fois, c'est très bienveillant et très actif dans notre imaginaire. On a envie de faire plein de choses. Et pour moi, la mer, c'est la voix, c'est la mélodie, c'est le chant des sirènes. C'est un peu bateau de dire ça, c'est le cas de le dire. C'est pour ça que quand j'ai fait La Petite Sirène, je pensais à des mélodies. Et j'aimerais vous faire écouter tu parlais d'amour, justement, dans les poèmes où on parle de mer. Et pour moi, il n'y avait que des chansons d'amour dans cette Petite Sirène. Et alors, la première vidéo, c'est un des chants de mon opéra. Vous allez voir ma sirène qui était sortie de la scène, qui va vous chanter une chanson d'amour. Elle s'adresse au prince qu'elle a repêché, parce que vous connaissez l'histoire de la petite sirène. Le prince dort, il ne la reconnaît pas vraiment, il n'est pas bien, et elle tombe amoureuse du prince. Et alors, ça a donné... Justement, on est dans le bleu. Vous allez voir la mise en scène de Bérénice Collet est fantastique. Et on va voir ce que ça donne alors en vidéo. Alors, c'était la vidéo d'avant. Il y a une confusion ? Oui. Voilà, on est dans la bonne... Voilà. Alors, vous voyez un peu le caractère très évanescent, mais elle parle de sensations de peau, elle touche l'eau. Voilà. Et la musique, c'est exactement comme ça. Il y a la même sensualité qu'on a avec la mer. C'est de l'eau, en fait. On est enrobé par la musique, et on ne peut pas en sortir, en fait. Mais après ça, j'avais envie d'une autre voix, et il se trouve que dans l'opéra, on me parlait toujours d'une mélodie que tout le monde aimait, et que Bérénice, ma metteur en scène, m'avait dit « Mais tu devrais utiliser ce terre que tu me parles à chaque fois ». Et j'ai repris l'air de l'opéra et j'en ai fait une chanson. Alors je vais vous le faire écouter pour la première fois. Il se trouve que c'est un peu comme si j'avais pris ce chant de sirène qui m'a été inspiré par l'opéra et je l'ai transformé en une chanson, mais avec une voix, non plus une voix d'opéra, mais une voix de chanteuse pop, très douce. Et j'ai rajouté un autre texte, un texte en japonais. L'orchestration est différente. Et là, c'est en fait la petite sirène qui est sur son nuage rose, d'ailleurs, comme dit Andersen, et qui voit le prince qui se marie. Et elle lui donne tout cet amour et elle dit « Je vous aime ».
et elle est dans le ciel pour l'éternité. Mais quand on dit dans le ciel, en japonais, c'est sora, c'est le ciel, mais ça veut dire aussi l'immensité, le vide rempli. Et c'est un terme japonais qui est très beau. Et sora, ça peut être aussi l'immensité de la mer. Et je sais que tu es très proche entre le ciel et la mer. C'est la même chose finalement. Il y a la même dangerosité. Donc on va voir un extrait, on va voir le clip que je vous montre. Et alors vous allez voir le texte en japonais. Alors j'ai écrit en français, je me suis fait aider par Yoko, ma compagne, qui a traduit en japonais. Et voilà, vous allez voir le changement de vocal, mais c'est la mélodie qui vient de mon opéra. Alors, la musique, pour moi, c'est comme la mer, il y a un côté amniotique. On est dedans, on vient de la mer, en fait, enfin, avec un jeu de mots, en double sens. Et il y a un côté magique, aquatique, écumeux. Et on est circonscrit par les sirènes, par la musique, par la mer. Et j'ai trouvé des mots pour parler de l'océan, qui est de l'océan et de la musique, et comme une femme, comme la femme, car pour moi la musique, alors peut-être les autres compositeurs ne sont pas d'accord, mais ils sont pas là hein, aujourd'hui. La musique, alors l'océan, la musique, a de longs cheveux, des hanches, des seins, des rondeurs et des courbes infinies. Et on a envie de s'y noyer à l'infini. Et je trouve que c'est ça pour moi la musique, c'est sans fin, c'est l'histoire de rondeur aussi. Et c'est ce qu'on partage avec Jacques, je pense. Absolument. Je voudrais dire que pour moi aussi, Jacques, c'est comme une sorte de fantastique père. On parle de toi surtout. Oui, mais bon. Mais il m'inspirait énormément. Muriel aussi, parce que dans ta mise en scène de Gourou, que tu as fait à Nice, si je me souviens bien, on voyait une mer que tu as filmée et qui était très étrange. Ça m'a beaucoup marqué aussi. Voilà. Et Marc, j'en parle même pas, parce que le problème, c'est que je suis Marseillais, il est niçois, mais on s'entend très bien. Voilà.
Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Le slider. C'est pour vous. Alors, on va pouvoir passer à notre troisième intervenant qui, effectivement, est niçois, mais je crois que vous avez été formé à Marseille, Marc. Donc, ça donne un point pour les Marseillais ici. Marc Barani, architecte, évidemment, qu'on ne présente plus, nourri par son expérience à la fois méditerranéenne, mais également une expérience fondatrice au Népal, je crois. Il est aujourd'hui l'une des grandes figures de l'architecture française contemporaine, lauréat de l'Équerre d'Argent, du Grand Prix national d'architecture et de la Grande Médaille d'Or de l'Académie d'architecture. Vous occupez aujourd'hui le fauteuil qui avait été occupé par Claude Parent à l'Académie des Beaux-Arts avant vous. Marc Barani conçoit des infrastructures et des ouvrages d'art, des théâtres, des bâtiments publics, mais toujours avec la même exigence, créer des lieux de passage, d'équilibre et de respiration. Il ne construit pas seulement pour loger ou abriter, mais pour révéler un rapport sensible au monde. Et aujourd'hui, il va nous parler, je crois, d'un mot essentiel dans son travail et dans le rapport à la mer, l'horizon. L'horizon en architecture comme en mer est un point de tension entre le proche et le lointain, le construit et l'infini. Et je crois que c'est une invitation à découvrir l'horizon qui nous attend. Marc Barani. Merci. Merci Jacques, merci à vous. Vous avez été extraordinaire. J'ai parlé d'architecture, c'est plus rigide, mais ça peut faire rêver aussi. Et en tous les cas, ce que je retiens de ce que vous avez dit, c'est cette question d'être finalement personnel, confronté au vide, à l'immensité, mais pas le vide comme quelque chose, une notion occidentale, un vide qui est plein de nous, qui est plein du monde, et qui en fait est un révélateur. Et alors, moi je suis né face à l'horizon, et dans une vallée, à Roquebrune-Camartin, tout à côté. Et puis j'en avais pas conscience, c'est peut-être dans ces moments-là qu'elle vous imprègne le plus. Et donc j'ai grandi, je me baignais comme tous les gamins du coin. La mer, bon, il y avait la mer et la pente, c'était deux choses indispensables. Enfin, j'y réfléchissais même pas. Et puis, quand j'ai commencé avec mon premier projet, je vais vous le montrer, à faire un cimetière à Roquebrune-Camartin, la question s'est posée autrement. Parce que cette matière première qui était là, par mon métier d'architecte, et j'étais obligé d'en faire quelque chose. Parce que le métier d'architecte, il est quand même extraordinaire. C'est un métier qui permet de mieux connaître le monde. Et dans ce cas-là, mon rapport à l'horizon, il permet d'y trouver une place, puisqu'on fait des projets, qu'on le bouge même d'une manière ponctuelle, et il connaît, et il permet de mieux se connaître soi-même, mieux connaître le monde, y trouver une place. Et mieux se connaître soi-même, c'est de vrais enjeux. Et ce métier, Jacques le sait, puisque tu as les mêmes démarches quand tu milites et que tu fais tes projets dans le monde entier. Donc, alors l'horizon, cette immensité, elle a quand même quelque chose de particulier. Donc vous voyez cette image, hein, le ciel, la mer, l'immensité. La ligne d'horizon, elle a une intimité avec nous parce qu'elle suit l'œil. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, quand on est très haut, l'horizon est haut. Quand on est au ras de la mer, l'horizon est bas. Donc, tout en étant complètement étrangère à nous, elle est reliée à nous. Il n'existe que si on le regarde. Et puis, évidemment, on en a déjà parlé un peu avant, c'est un espace où l'esprit peut s'épandre, où on peut se retrouver face à soi-même. C'est pas toujours facile de se retrouver face à soi-même. C'est un lieu où on sent les puissances de la nature. C'est un lieu métaphysique. Alors, il change tout le temps. Mais ça, en vivant à Nice, vous le connaissez. Mais ici, il y a une autre particularité. C'est que on a l'horizon. Je terminerai par vous montrer un petit projet en Normandie, où c'est pas du tout la même chose. Ici, il y a la pente et l'horizon. C'est-à-dire, il y a la matière, la puissance de la roche et l'immatérialité fluctuante de l'horizon en face. Et donc notre premier projet, c'est un cimetière. À Roquebrune-Camartin, on est parti de ce principe clair et on l'a renforcé, on l'a mis en scène. Vous voyez qu'on a creusé la roche pour mettre des enfeux, hein, ce sont des caveaux à l'italienne, et pour que le visiteur se retrouve dans ce rapport entre le dedans de la roche et
en belvédère sur la mer. Voilà, ça c'est la maquette générale du projet. Et lorsqu'on rentre dans ces failles, on a plusieurs temps. On décompose le projet. Vous voyez que donc elle est complètement et directement liée à l'horizon. On a un dispositif particulier au bout qu'on appelle un saut de loup, c'est-à-dire c'est un creux pour empêcher de tomber. On n'a pas de garde-corps. Et puis là, on a cette radicalisation de la dualité. On rentre dans la matière, dans le creusement de la roche, et on finit au dernier niveau, de nouveau dans le rapport entre le ciel, la mer et l'horizon. Donc c'est un... Alors pourquoi on a fait ça parce que c'était une immense responsabilité que de dessiner un cimetière comme on dessine la mort des autres. Surtout dans les conditions contemporaines, il n'y a plus de statuaire, il n'y a plus de symbolique personnelle sur la mort. Je revenais du Népal, comme vous l'avez dit, et je me suis rendu compte du tabou qui pèse sur la mort ici. C'est quelque chose d'incroyable. Ça bloque tout, ça nous bloque même l'idée de prospective. Et non, ce qu'on a voulu faire, tout simplement, c'est montrer ou faire ressentir aux gens qui le voudraient que la mort, elle fait partie d'un cycle et que c'est la nature, tout vit et renaît dans la nature. Donc cette tension forte avec le projet met en évidence cette tension forte avec la nature. Alors il y a un silence particulier à cet endroit et peut-être qu'on pourrait y faire une pièce de théâtre ou un opéra. Non, mais c'est une idée qui me vient à l'instant, ça pourrait être intéressant. Voilà. Deuxième, oui, voilà, cet espace méditatif avec la course du soleil. Donc on a tous les éléments, hein, l'eau, le feu, avec le soleil, la terre et le vent. Ça, c'est un autre projet, très différent. C'est une villa au-dessus de Cannes. Là aussi, même situation, la pente, l'horizon. La matière première du projet, c'est l'horizon, avec donc une piscine à l'avant. On a fait la partie basse, c'est celle que je vous ai montrée, c'est là où on est sur la partie haute avec les chambres, avec cette idée de pont pour que le sol continue à couler, qu'il ne soit pas barré par le bâtiment, qui coule jusqu'à la mer, jusqu'à l'horizon qui est en face. Et la maison les chambres sont transparentes, elles peuvent être occultées évidemment, mais cette idée que le regard traverse et qu'il est toujours comme point de fuite, cet espace immatériel, puisqu'encore une fois, l'horizon n'existe que si on le voit. Ça, c'est une autre image du séjour, qui est en porte-à-faux, avec des vitrages qui rentrent dans le sol. Et cet horizon-là, il peut construire l'architecture aussi. La hauteur sous toiture est de 3,20 mètres. La hauteur d'œil à peu près moyenne, c'est 1,60 m. Ça veut dire que quand on se tient dans cet espace, l'horizon est au milieu de l'espace. Donc ça pose une force, une sérénité, une relation, une correspondance entre l'architecture et ce qu'il y a devant. Là, je ne sais pas si on le perçoit sur l'image. Oui. Oui, je vais vous montrer avec le pointeur. Hop, hop, hop. Là. Oui. Oui. Vous voyez l'horizon. Ici, c'est la salle de bain. C'est de la pierre. La partie supérieure. Voilà. On rentre dans la salle de bain. Et tout ça, c'est une horizontale parfaite. Elle est redoublée par un miroir qui fait que physiquement, la sensation qu'on a quand on rentre dans cet espace qui donne sur la mer, c'est que on est dans une harmonie, c'est ça, harmonique, comment tu pourrais appeler ça, Régis? Enfin, une règle comme ça qui... Voilà. Et du coup, on se rend compte que c'est grandes horizontales parce qu'il y a un rapport entre la mer et la pente. Pour habiter la pente, il faut créer une horizontale. Les paysans du coin faisaient des petites restantes, l'autoroute avait des murs de soutènement, on ne peut habiter qu'une horizontale, encore que Claude Parent, à qui j'ai succédé, avait tenté de mettre d'autres modes d'habiter. Mais on se rend compte que cette mer, cette ligne immatérielle, en réalité, elle a construit le projet, elle a construit ses strates, elle a fait en sorte qu'il y ait une correspondance, une intimité entre les horizontales de la maison et les horizontales de la mer. Alors,
vous me direz trop facile, je suis chez moi, c'est la Méditerranée. Là, je me suis confronté à l'océan, et là, c'est encore autre chose. Dans le festival Archisable, qui est monté par Tina Bloch, elle demande à des architectes sur la plage de Deauville de dessiner quelque chose, d'intervenir. C'est toujours un moment un peu compliqué. Donc je suis allé à Deauville. Vous connaissez tous Deauville, hein, c'est une ville charmante, une ville d'apparat. Et la mer, comme ça, avec la mer qui se retire pour le coup. Cet horizon en face, il y a une autre puissance, une autre force de la mer. C'est pas la Méditerranée, c'est encore autre chose. Évidemment, on le sait tous. Mais là, comme j'avais à y intervenir, toujours pareil, on regarde les choses un peu différemment. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire là. Et donc je me pointe à Deauville, je regarde la plage, machin. Donc, ok, c'était hyper impressionnant. Et je me suis fait une remarque, toute bête, qui est liée aussi au travail qu'on a pu faire sur le cimetière. C'est l'aristocratie, la bourgeoisie qui a bâti Deauville, comme celle qui a bâti Nice. Elle a trouvé un lieu magnifique, un lieu puissant, mais elle n'en a pas fait un espace méditatif, comme si elle avait un peu... Elle pouvait s'accommoder de la beauté, mais pas de la puissance du site, dans la mesure où c'est une ville de divertissement, ils ont fait des casinos. Enfin, d'une certaine manière, cette tension, c'est comme s'ils étaient dans un endroit et qu'ils refusaient de s'y adonner complètement, hein, dans cette question d'être face à cet endroit-là, parce que c'est quand même étrange dans des sites comme ceux-là, que chaque fois que la villégiature s'installe, c'est par l'apparat, le divertissement, le jeu, enfin tout ce qui va avec. Et donc j'ai fait un cercle pour inciter les gens qui se baladent, symboliquement en tous les cas, à rentrer, enfin, à découvrir ou à méditer sur les puissances de la mer, puisque le cercle, il n'a ni début ni fin, c'est le cycle de la nature, c'est le cycle de la vie, de la mort, c'est un espace rituel, il y a une dimension sacrée comme ça qui pointe, et donc c'était une invitation à se laisser pénétrer par l'énergie que dégage cet endroit, plutôt que d'aller jouer au casino. Ceci dit, c'est un jeton aussi. Hein. Voilà. Et je ne sais plus où il faut pointer. Oui, voilà. Alors, la chose merveilleuse aussi dans cette histoire à Deauville, c'est qu'on le fait à marée basse, que la mer monte et qu'elle finit par tout effacer. Merci. Merci beaucoup Marc Barani pour ce dessin éphémère. Et je crois que l'éphémère et la mer ont beaucoup en partage, pour reprendre Marc Boeuf, et les jeux de mots et les assonances. Et aujourd'hui, on va introduire notre dernier intervenant, Jacques Rougerie, qu'on ne présente plus, qui est architecte, océanographe, académicien des Beaux-Arts, et c'est un des pionniers de l'architecture marine depuis les années, je ne vais pas dire quelles années, mais depuis de longues années. Il imagine et construit des habitats sous-marins, des musées immergés, des laboratoires flottants, des lieux de vie tournés vers le futur et tournés vers la mer. Son œuvre est guidée par une conviction: l'océan est notre avenir et l'architecture peut en être une clé. Héritier de Cousteau et de Jean Prouvé, inspiré dès son enfance par un père géographe et puis par la figure de Théodore Monod, Jacques Rougerie conçoit une architecture bio-inspirée, biomimétique, durable, nourrie de science et de poésie. Il est donc le fondateur également de cette fondation, Jacques Rougerie Académie des Beaux-Arts, qui accompagne des jeunes générations d'architectes, d'artistes, de scientifiques à imaginer un monde résolument tourné vers la mer et vers l'espace. Vous pouvez d'ailleurs découvrir les travaux de ces jeunes architectes sur la promenade des Anglais. Ils sont exposés devant le Centre universitaire Méditerranée. Et aujourd'hui, il va nous parler de cette passion qu'il transmet depuis toujours, habiter la mer, non pas comme une utopie, mais comme un engagement, une nécessité, une promesse, car rappelons-le, on protège mieux ce que l'on aime et on aime mieux ce que l'on connaît. Jacques Rougerie. Merci Amine. Merci Régis de nous avoir fait rêver avec La Petite Sirène. Vous avez vu La Petite Sirène, évidemment, c'est le monde sous-marin. Et puis Muriel, avec Le vieil homme et la mer, qui m'a tant porté dans mon enfance. Et je pleurais quand j'ai vu ce film. Et
je l'ai interprété comme vous l'avez dit. On ne sait pas qui a gagné. Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est la nature? Et puis Marc, avec cet horizon qui était cher, Marc est très attaché à ce cimetière. Je dévoilerai un secret, il ne m'en voudra pas parce qu'on en a longuement parlé. Je l'ai évoqué lors de la cérémonie sous la coupole. Quand il a été élu académicien, il m'a fait ce cadeau merveilleux de faire son discours, avant son propre discours, bien sûr. Et il a ses propres parents qui sont dans ce cimetière. Donc, vous imaginez bien l'émotion que ça procure. Et puis, c'est un homme du monde sous-marin aussi, parce que Marc va m'accompagner dans quelques jours dans cet habitat que vous voyez ici. Et moi, mon rêve, c'est depuis toujours de bâtir sous la mer. Alors, d'où viennent les rêves? Comme un musicien, comme un poète, comme un architecte, quand c'est ancré depuis votre plus tendre enfance, vous ne savez pas très bien. Alors après, plus tard, progressivement, vous essayez de découvrir d'où ça vient. Moi, je pense que mes premières racines, c'était l'Afrique, les grandes plages africaines en Côte d'Ivoire, face à la mer, face à cet océan. Derrière le dos, il y avait la lagune, la forêt vierge, la biodiversité, ces peuples extraordinaires. Et ça a été l'ancrage définitif de mon destin. Et donc, je voulais, comme à l'image du Petit Prince de Saint-Exupéry, qu'on me dessine des cabanes sous la mer, qu'on me dessine des cabanes dans l'espace. Et j'aime bien dire que, et c'est vrai, et ça date de cette époque, de ma plus tendre enfance, alors que mes copains dans la forêt faisaient des cabanes dans les arbres. Moi, je regardais la mer et je me disais un jour, je ferai des cabanes sous la mer, comme cette première cabane que vous voyez ici. Alors, évidemment, vous l'avez deviné, mes premières lectures, je parlais du vieil homme et la mer, mais ça a été Jules Verne, 20 milieux sous les mers, de la Terre à la Lune. Et j'ai eu cette chance, et ça l'avantage d'avoir un certain âge, comme disait Amine, c'est que le parcours de la vie vous amène à vivre des émotions très fortes, dans des moments forts de l'évolution de l'humanité. Et quand Gagarine est parti dans l'espace, waouh, extraordinaire. Je ne vous parlerai pas de Leica, la petite chienne qui m'a fait là aussi pleurer, quand mon papa m'a dit, mais elle ne va pas revenir, elle ne reviendra pas sur la Terre. Mais Gagarine, il m'a fait rêver. Et puis en même temps, imaginez, en même temps qu'un homme partait dans l'espace, dans l'évolution de l'humanité, un homme partait sous la mer, préparer la première maison sous-marine au monde, pré-continent 1, Diogène, le commandant Cousteau, au large de Marseille. Alors vous imaginez bien que pour un enfant qui rêvait de ces cabanes sous la mer, eh ben, je rêvais de ces deux mondes, de l'espace et du monde sous-marin. Et il se trouve que ces deux mondes sont très très proches, très très proches. L'espace, et il y a ici Ariel Fuchs, que je salue, qui est un vieux compagnon de route de ces maisons sous-marines et qui continue à être un compagnon, vous allez le voir, s'occupe justement au CNES particulièrement de ces rapports entre le monde de l'espace et le monde de la mer. On ne sait pas suffisamment que l'espace amène énormément dans la connaissance des océans. Mais l'humain aussi, le comportement dans ces milieux extrêmes, il y a beaucoup de similitudes dans la recherche et dans les technologies. Alors comment bâtir ce futur de l'espace ou du monde sous-marin? Waouh, pour un architecte, ce n'est pas évident, parce que ce n'est pas les mêmes références. Vous n'êtes pas les deux pieds sur terre, vous avez la troisième dimension, vous avez la pression, la poussée d'Archimède. Donc, c'est des notions physiques complètement différentes. Donc, comment structurer sa pensée, son imaginaire, ses premières esquisses? Eh bien, j'ai tout de suite pensé à Léonard de Vinci, qui me fascinait. J'ai eu la chance donc de faire les arts et métiers, et donc j'ai développé tout un savoir à travers Léonard de Vinci, le génie de Léonard de Vinci, le génie. Il disait, il y a 500 ans, il disait à ses étudiants, allez prendre vos leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. La nature dessine s'il y a de mieux, les plus belles courbes, les meilleurs matériaux. Et donc c'est comme ça que, je ne dirai pas la date, vous l'avez compris, mais
c'est comme ça que je me suis inspiré avec toute une équipe, parce que ces aventures de maisons sous-marines, ces aventures sous-marines, c'est avant tout une aventure d'hommes et de femmes, d'une équipe pluridisciplinaire, donc de différentes disciplines, de médecins, d'architectes et d'autres disciplines, d'ingénieurs bien sûr. Et donc j'avais imaginé ce premier dessin, ce crabe qui se déplaçait sur les plages presque de Deauville, chères à Marc. Voilà, vous voyez, mais sur 6 pattes. Et alors, ça m'a entraîné à faire mes premiers projets d'habitat sous la mer, premières esquisses, premiers dessins. Vous voyez, c'est comme une méduse suspendue entre 2 eaux. Parce que quand on rentre dans une maison sous-marine, vous n'ouvrez pas la porte à l'horizontale. L'horizontalité dont parlait Marc, là, vous êtes en 3 dimensions. Vous êtes dans l'espace, vous êtes comme un oiseau. Vous êtes comme Icare. Donc, vous passez en dessous de la maison. Vous arrivez par le dessus, vous tournez autour de votre maison et puis vous voyez votre maison d'en dessous. Donc, c'est quelque chose d'assez magique, mais qui vous bouleverse, qui bouleverse votre imaginaire. Et autour de cette maison, bien entendu, et aussi c'est pour avoir le moins d'impact. Vous voyez, il y a des ancrages pour avoir le moins d'impact sur le milieu. Donc déjà à l'époque, en toute humilité, j'étais très attaché, venant de l'Afrique, venant de la forêt vierge, venant de ces grands espaces, j'étais très attaché à l'environnement. Alors, ces maisons sous-marines, enfin ces premiers dessins de maisons sous-marines nous ont amenés à imaginer un village sous la mer, toute une communauté de mériens. Ah, mériens. Mériens, c'est pas les marins, c'est pas les terriens. Les marins sont nos cousins, les terriens sont nos cousins beaucoup plus lointains. Non, c'est pas un jeu de mots. Les mériens, la notion de mérien, c'est une philosophie comme les marins. Vous ne dites pas un marin, tu es un terrien. Vous ne dites pas un montagnard, tu es un terrien. Un mérien, c'est vivre dans un espace en 3 dimensions et qui vous procure des sensations, une approche, un imaginaire, une philosophie, un comportement dans ces 3 dimensions du monde sous-marin. Et vous retrouvez, c'est comme les motards. Les motards, ils s'identifient. Donc tous les plongeurs qui ressentent ce monde sensoriel où les sens se modifient, eh bien, vous vous identifiez à ce monde sous-marin. Donc, au départ, je pensais être un marin, mais je ne suis pas un marin. Je suis un mérien. Voilà. Alors, quand on a cette volonté, ce rêve dans la tête d'enfant de faire des cabanes sous la mer, eh bien, on réalise ces premières maisons sous-marines avec toute l'équipe qu'on avait montée dans le centre de recherche d'architecture de la mer et de l'espace, puisqu'on va parler de similitudes. Et voilà, très rapidement, notre première maison sous-marine, Galatée, pour 4 plongeurs, vous voyez, avec ces grands dômes en polycarbonate de 2,20 m de diamètre. Je voulais absolument, parce que les maisons sous-marines de l'époque avaient des petits dômes comme ça, et Ariel le sait, il l'a vu dans Aquarius. Là, moi, je voulais vraiment un balcon ouvert. Je voulais être en osmose pour ces 4 plongeurs, dont je faisais partie, en osmose avec le monde sous-marin. Et très rapidement, vous voyez, alors après, donc c'est une coque en acier, vous voyez le dispositif pour positionner cette maison entre 2 eaux. Donc il y a un grand lest qui vient se reposer au fond, et puis après, on dégonfle les ballasts, et il y a un treuil qui met cette maison à la profondeur désirée. Alors, vivre sous la mer, je peux vous dire, j'ai eu la chance de faire 13 expériences d'habitat sous la mer. Là, c'est une 2e maison sous-marine qu'on a expérimentée plusieurs fois au large de Marseille, d'ailleurs avec la COMEX. Et vivre comme ça, des jours après jours, dans cet univers sous-marin, c'est extraordinaire. Ça vous change complètement le regard, vous ne revenez plus comme avant, vous n'avez plus. C'est comme un astronaute qui, pour la première fois, part dans l'espace et revient. Il est évident qu'il n'a plus le même regard sur la mer, enfin sur la Terre. D'abord, il voit la mer de l'espace et tous vous disent, Thomas Pesquet, Jean-Loup Chrétien ou Claudie Annuret, vous diront que on voit surtout cette mer, cette immensité de cet océan planétaire, c'est 71% comme vous le savez.
Et ça crée une émotion, cette fragilité, quand on voit l'épaisseur de la couche d'ozone, c'est très très fort. Et bien sous l'eau, quand vous, jour après jour, et Ariel qui est ici pourra vous le dire, puisqu'il a vécu, c'est quelque chose, une émotion difficile de partager, difficile de faire comprendre que quand on revient de ce monde sous-marin, après jour, on n'a qu'une envie, comme demandait à Thomas Pesquet, c'est d'y retourner. On ne vit pas de la même façon. Vous respirez de l'air comprimé, donc automatiquement vous arrivez à saturation au bout de 24 heures, 26 heures, suivant la physiologie des uns et des autres, et vous rentrez dans une sorte de cocon, mais de bien-être, comme quand vous êtes sur un bateau, vous partez, il y a l'horizon, vous ne voyez plus la côte, et là, votre imaginaire part, que tous ceux qui font la traversée de l'Atlantique ou la traversée de la Méditerranée, vous ne voyez plus la côte, il y a quelque chose qui se passe dans votre tête, dans votre imaginaire. Et bien là, vivre sous l'eau, et bien contrairement, ce n'est pas une contrainte, c'est un rêve fabuleux qui vous amène à vous surpasser, à prendre un engagement. Voilà, à prendre un engagement, mais ça peut se faire qu'avec un équipage bien entendu. Alors, toutes ces émotions m'ont amené, comme je vous parlais des rapports entre le monde de l'espace et le monde sous-marin qu'on a vécu avec, et que nous allons continuer à vivre avec Ariel. Voilà, l'expérience dans Aquarius, Chalupa, les différents habitats sous-marins aux États-Unis, avec un équipage, vous voyez, sur la photo de droite, non, de gauche en haut, oui, pardon. Vous voyez, tout un équipage d'astronautes qui est à l'entraînement. Puis en dessous, eh ben, nous sommes toujours dans Aquarius. Voilà. Mais vous voyez ces petits hublots dont je vous parlais tout à l'heure, c'est dommage, les Américains n'ont pas pensé au biomimétisme, à faire un habitat qui a des caractéristiques aquatiques adaptées à ce monde spécifique. Non, ils ont fait une structure, bon, ça marche, c'est déjà pas mal, ça m'a permis de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, mais c'est dommage de le faire avec un esprit de terrien. Alors, pour être positif, vous voyez, au bout d'un moment, dans ces équipages, les Américains, comme je trouvais que la nourriture, il fallait peut-être un peu l'améliorer, c'est très important. Vous savez, quand on fait des croisières sur un bateau, on aime bien, ça fait partie des beaux moments de la vie et de l'équipage. Et voilà, donc j'étais devenu The French Cook, comme vous voyez. Voilà, donc rapidement, avec Bill Todd, qui est notre compagnon avec Ariel, qui est donc directeur à la NASA des similitudes, justement, de ces expériences entre le monde de l'espace et le monde sous-marin. Et puis j'ai eu la chance de faire un vol parabolique, qui est vraiment extraordinaire, de ressentir d'une façon encore plus forte. Ah ben non, c'est sur l'autre photo, pardon. Voilà, c'est pour ça que... Donc vous voyez ces similitudes ergonomiques, de déplacement du corps, d'être en apesanteur, je peux vous dire que c'est vraiment fascinant. Alors petit clin d'œil, parce que tout ça on est très proche, avec Ariel on est très proche de ces astronautes, de ces cosmonautes, et j'ai eu une chance incroyable, c'est quand Jean-Loup Chrétien était dans l'espace, pour la deuxième fois, il était 3 fois dans l'espace, il joue de l'orgue, et on s'était fait un rêve d'enfant, c'est mon meilleur ami, coup de chance, là aussi ça fait partie du destin de rencontrer son meilleur ami qui devient astronaute, le premier astronaute français, et on s'était dit, on va faire la première liaison entre un homme dans l'espace et un homme sous la mer, et c'est ce qu'on a eu la chance de faire. Alors ces grandes aventures ne peuvent exister, enfin, elles peuvent maintenant exister, elles doivent exister à travers l'art, la science, la technologie bien sûr, mais les Russes ont été les premiers, c'est un peu comme la Pérouse dans ses grandes expéditions, il amenait les artistes avec lui, des musiciens, des poètes, des écrivains, notre ami Régis, voilà, s'endort tout doucement dans la poésie de la mer, je sens, Régis. Le pauvre, vous savez, non, il ne faut pas lui en vouloir, il s'est levé pour me faire plaisir. Hier soir, il donnait une conférence, un immense merci Régis, sous la coupole quand même, sous la coupole de l'Institut de France.
avec les scientifiques, entre l'art et la science. Et il m'a fait ce cadeau merveilleux de prendre le premier avion ce matin, donc il se levait très très tôt. Alors, Régis, viens avec nous dans cette musique sous-marine, c'est-à-dire que pour vivre, pour faire des voyages de longue durée dans l'espace, comme on voit ici, Alexei Leonov, qui est le premier piéton de l'espace, le russe, le cosmonaute, il peignait dans l'espace. Il peignait, c'était sa passion. Il peignait. Et quand j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois à la Cité des Étoiles grâce à Jean-Luc Chrétien, et il me racontait que sur Terre, il n'arrivait pas à faire tout à fait les mêmes compositions de couleurs. Il avait du mal, il n'avait pas la même perception. Donc l'imaginaire, tous les sens, on n'a pas la même perception. L'œil ne perçoit pas exactement comme sur Terre. Et Thomas Pesquet, c'est pareil. Thomas Pesquet joue comme Jean-Loup Chrétien, de l'orgue, des musiques sidérales. Il cherche des musiques qui s'apparentent à ce déplacement du corps, à ces moments intenses qui vivent dans l'espace. Et puis sous l'eau, vous voyez, avec un compositeur, ici, depuis 30 ans, on fait des concerts subaquatiques, Michel Rodolphi, qui habite Nice d'ailleurs, et qui est un garçon merveilleux, qui malheureusement aujourd'hui, il faisait une conférence à la Sorbonne, donc il n'a pas pu venir. Donc à chaque fois qu'on fait ces expériences sous-marines, on est accompagné d'une musique, de composition musicale, ou Julie Gauthier, qui est aussi d'ici, de la région, qui est la championne du monde d'apnée, qui fait des chorégraphies d'une beauté incroyable. Alors, vous allez me dire, aller dans l'espace ou aller sous la mer, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, il faut vous rendre accessible ces mondes nouveaux. En ce qui concerne la mer, je ne parlerai que de cet aspect-là, on a essayé de faire des semi-submersibles. Donc, j'ai dessiné, vous voyez, une sorte de Raymond avec ses grandes ailes en aluminium, avec ses ballasts et tout, et avec ce regard comme une raie, et de vous amener, vous voyez, une nacelle, les photos du bas, pour 10 personnes en toute sécurité. Donc, vous observez ce monde merveilleux, prolixe, ou alors, évidemment, ce que l'homme peut détruire. Il ne faut pas être naïf. Voilà. Donc, nous en avons fait 27 dans Chien comme ça. Il y en a à Port-Cros, il y en a à Port-Roll, et dans d'autres endroits, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie. Mais alors moi, je voulais aller plus loin encore. Et je voulais aller voir surtout les baleines, comme ici, vous voyez, en plein milieu de l'Atlantique. Et donc, je me suis fait un bateau, le plus beau jour, un de mes plus beaux jours de ma vie, un beau rêve. Voilà. Et puis le jour où je m'en suis séparé avec beaucoup de tristesse, mais c'était un beau jour aussi, parce que je peux vous le dire, les plus beaux bateaux sont les bateaux des amis, hein, ça c'est clair. Alors, je me suis fait un trimaran, toujours avec cette technologie, c'est-à-dire la nacelle sur 22 mètres de long, l'aquaspace, trimaran, donc 3 coques, la coque centrale, vous voyez, complètement transparent, et j'ai traversé plusieurs fois l'Atlantique avec, et ce qui a été merveilleux, c'est quand on suivait la migration des baleines. Alors, je ne sais pas s'il y a le son. Alors, quand vous êtes sous l'eau, quand vous êtes dans cette nacelle et que vous entendez ces chants qui viennent percuter la coque en polycarbonate, c'est incroyable. Ça vous rentre, vous ne l'oublierez jamais. Et c'est vraiment fantastique. Si vous pouvez un jour aller plonger avec des baleines, il y a plusieurs endroits, de plus en plus. Il y a le whale watching, pour essayer de voir ce que représentent ces animaux. C'est un moment d'émotion absolument, là aussi, intense. Alors, ce qui aujourd'hui me guide le plus, c'est la transmission. Depuis toujours, j'ai rêvé, enfin, je voulais accompagner
dans l'enseignement, comme Marc, qui enseigne dans les écoles d'architecture, transmettre. La transmission, transmettre justement cette passion qu'on a tous les quatre, comme vous pouvez voir, aux jeunes, aux enfants, leur donner de l'espoir, du rêve, tout en étant pragmatique, bien sûr, voir la réalité du monde, des côtés négatifs. Mais si on n'a pas des rêves, il est difficile de construire sa propre vie, sa propre existence, son propre parcours. Donc, ces cabanes dans les arbres, ces cabanes sous la mer que j'avais de mon enfance, j'ai voulu les offrir à des enfants. Donc, j'ai fait des petites cabanes, vous voyez, au milieu, en haut, suivant cette technologie. Donc, une bulle, les aquabulles, toutes simples, à Porticcio, en Corse. Donc, on a fait des classes de mer. Oui, on a des enfants au milieu qui rentrent par le sas. On pressurise cette bulle à 6 mètres de profondeur pour des questions de sécurité. Et là, il y a plusieurs enfants de 6 à 12 ans qui m'ont rejoint l'idéologie. Jacques, il y a un petit problème de son. Il y a un petit problème de son. Ah oui. Là, vous m'entendez? Oui, là, ça fonctionne. Pardon, mille excuses. Oui, je disais donc d'air suspendu à 6 mètres de profondeur. Et vous voyez, cette petite fille rentre par en dessous. Elle a 6 ans. Et je viens l'accueillir. Vous voyez la photo d'à côté avec le chant des baleines. Je peux vous dire qu'elle s'en souvient encore. Et il y a un certain nombre d'années, elle s'en souvient encore aujourd'hui. Et puis vous voyez un peu plus haut, là, deux petites filles de 12-13 ans prendre le goûter sous l'eau, observer ces animaux, cette biodiversité autour. Alors, c'est pour ça que l'éducation, la connaissance, la transmission, voilà. Donc, on a essayé, parce que ces projets, il faut avoir des visions à différentes échelles de temps. Il y a des gens qui aiment bien avoir des visions à court terme, ce qui est une très bonne chose. Voilà, objectif 2030, c'est à l'heure actuelle, par rapport à l'océan, il y a toute une démarche à ce niveau-là. Il faut avoir aussi des objectifs à 2050, et puis 2100 et bien au-delà, pour cheminer progressivement pour construire ce futur. Et là, l'UNESCO m'a demandé d'imaginer pour 2100, donc vous imaginez bien que je serai toujours là, puisque je suis académicien, paraît-il, alors ça serve. Voilà. Donc, chers confrères, vous serez tous ensemble. Et donc, une sorte de conseil pour 25 000 étudiants. Jacques, prenez peut-être le micro plutôt, parce que le cravate ne donc, fonctionne pas. Pour 25 000 étudiants-chercheurs qui vont parcourir le monde, puisque cette grande race se déplace, c'est un centre océanographique, une université pour les peuples du monde. Voilà. Alors, un autre thème qui est très important, qui est traité à l'UNOC, qu'on traite sur la promenade des Anglais, comme vous l'a dit Amine, c'est la problématique du trait de côte, de la montée du niveau des océans. Et c'est un sujet qui nous est cher, sur lequel on travaille déjà depuis pas mal d'années. Là, c'est à Mopia, c'est dans le Pacifique, sur ce peuple polynésien qui est un vrai peuple de la mer. C'est un atoll avec 1500 pêcheurs sur l'atoll. Mais l'atoll, il a même à peine 1 mètre au plus haut de l'atoll, 1 mètre au-dessus de l'eau, de l'océan Pacifique. Et donc, évidemment, en 2100, il sera complètement submergé. Et donc, l'idée, c'est de laisser ces peuples sur leur territoire ancestral, immergés, donc de les ramener sur des structures au cœur du lagon et de trouver une écriture architecturale, d'urbanisme, d'aménagement, qui s'inscrit dans leur code, dans leur propre écriture, de trouver évidemment des matériaux recyclables, ainsi de suite. Enfin, voilà. Et donc, comme je vous disais, aujourd'hui aussi, c'est cette fondation qu'on a créée à l'Institut de France, à l'Académie des Beaux-Arts. J'ai eu cette chance qu'on crée cette fondation. Et cette fondation où, à travers le monde, il y a 150 pays dans cette fondation, plus de 12 000 jeunes qui se passionnent dans plus de 500 universités pour ces grands enjeux
du trait de côte, des littoraux, de l'aménagement des cadres de vie, mais aussi la mer, comment créer, développer ces peuples de la mer, et puis l'espace, puisque je vous disais que la relation est très forte entre ces deux mondes. Mais mon dernier rêve, enfin, c'est pas le dernier, hein, mais avec Ariel, notre dernier rêve, notre rêve, c'est Orbiter. Alors, Orbiter, sûrement, un certain nombre de personnes d'entre vous l'ont déjà entendu parler depuis tant d'années. C'est avec Jacques Piccard, donc l'homme qui a plongé au plus profond des océans, qui est le père de Bertrand, qui a fait le tour du monde en avion solaire. Et avec Jacques Piccard et avec Jean-Loup Chrétien, on s'était mis dans la tête de faire une dérive dans le Gulf Stream avec un nouvel engin d'une nouvelle génération d'exploration, tel un hippocampe, une base sous-marine pressurisée qui nous permet, puisque je suis inclus dans cet équipage de 24 personnes avec Ariel. Donc en permanence, on voit sous la mer, on est sous la mer dans ce disque que vous voyez à 12 mètres de profondeur, et on dérive dans le Gulf Stream pour observer la faune et la flore, comprendre les changements climatiques. Je crois qu'il y a un film après, rapidement. Oui, il y a un film, vous voyez. Donc c'est un petit peu la station ISS de l'espace, c'est-à-dire c'est pour la recherche scientifique de tous les peuples qui voudront bien y participer. Vous voyez, donc voilà, donc vous voyez ce grand disque de 30 mètres de diamètre. Il y a 2 niveaux au cœur de ce disque. Donc un niveau en saturation, des équipements de laboratoire, mais surtout, vous voyez, ça permet à un sous-marin de sortir directement de son hangar sous-marin, d'avoir les plongeurs à côté, de sortir puisqu'on est pressurisé, donc on équilibre la pression interne par rapport à la pression externe. Vous voyez ces laboratoires où vous avez des visions directes sous la mer, 24 heures sur 24, en continuité, sur des très très grandes distances. Ce sous-marin, donc, pour plonger avec des robes, des AUV, jusqu'à 6000 mètres avec les AUV de profondeur dans les abysses, pour l'étude des abysses. Vous voyez cette verticalité qui donne une stabilité maximum, quelles que soient les conditions de mer. Je crois qu'on va le voir à travers des essais en bassin de Carène que nous avons fait. Donc, voilà, il y aura tout un réseau planétaire. Bon, on va essayer, on le présente à l'UNOC, d'ailleurs, ce projet. Voilà, après, l'entraînement des astronautes, ça va servir aussi comme base d'entraînement des astronautes sur les similitudes. Voilà, le climat, évidemment, c'est un des grands thèmes, la relation avec les satellites, le climat, et puis les essais en bassin de Carène, vous voyez, sous toutes conditions de mer, là, comme le bateau de la Navy, avec des creux de 10 mètres, voilà. Et puis le côté, évidemment, éducatif, poétique, symbolique que représentera cette grande aventure qu'on espère avant 2030. Voilà, je vous remercie. Merci Jacques Merci Jacques pour cette prise de parole inspirante, et on va bientôt pouvoir demander à la salle s'il y a des questions. Moi j'ai une première question pour vous quatre, et peut-être commencer par Muriel. J'ai une question pour vous, parce que vous nous avez parlé évidemment de la matière, l'inspiration pour le poète, pour le théâtre, ce que ça représentait que l'horizon. Et ma question, c'est comment est-ce que la mer, l'océan, elle influence le processus de création de l'artiste et encore plus du dramaturge? Parce qu'elle respire. Parce que la vie, c'est la respiration. Je crois que mes camarades, chacun dans son talent, et Jacques, évidemment, nous emmène dans les profondeurs. Moi, je suis avec lui dans les profondeurs. Ça nous inspire parce que c'est vivant. Et qu'il y a un mystère et une magie et une beauté de la vie. Et dans le texte de Ernest Hemingway que je mets en scène, à un moment donné, le vieil homme dit « La mer,
si d'un seul coup elle se met en colère, et c'est parce qu'elle est influencée comme la lune, comme une femme. Ça, c'est une belle réponse. Qu'on peut peut-être même applaudir. Ah oui. Alors, j'ai une autre question pour vous, Régis. Vous nous avez parlé notamment de cette musicalité de la mer, et la question, c'est comment on fait pour traduire l'immensité, l'insaisissabilité de l'océan dans cette composition musicale, et notamment dans l'opéra où il y a de la voix. Comment est-ce que la voix peut incarner cette immensité ? Alors, j'ai deux réponses, parce que j'ai remarqué que dans l'opéra, les petites sirènes chantaient j'écrivais la voix des sirènes d'une manière un peu particulière. Donc, je me demande si je connais pas vraiment, en fait, de vraies sirènes. En fait, elles font des petits glissandos, ta ta ta, comme ça. Et donc, ça a donné un style. Et en écoutant le chant des baleines, je me suis aperçu que j'ai écrit une pièce qui s'appelle Zoo Circus, un peu comme un carnaval des animaux. Et j'ai écrit un mouvement qui me touche énormément, parce que le titre s'appelle Baleine triste. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des accords de Bach, un peu cachés, mais en fait, j'ai imaginé un chant de baleine sur une harmonisation classique de Bach. Et le chant des baleines, en fait, sont joués par des cordes avec plein de glissandos tout le temps. Et moi, je suis absolument ému quand j'entends ces chants de baleines, parce qu'elles sont infinies. Il y a des phrasés. Alors, on ne sait pas encore, c'est fou, parce qu'aujourd'hui, depuis le temps qu'on connaît ces chants, on ne sait pas quel est ce langage. C'est très énigmatique, et ça me fascine, parce que je sens que c'est très profond. Ça parle aussi d'empathie. Les baleines ont de l'empathie, elles ont de la tristesse. On sait ce que c'est quand une baleine meurt, les autres communiquent. Enfin, ou alors, par exemple, lorsqu'une baleine attend un enfant, les autres baleines l'entourent pour le protéger quand elle dort, pour pas qu'elle soit attaquée. Et voilà, donc tout ça, ça m'inspire drôlement. Et ce chant, je pense qu'on n'en arrivera jamais au bout, hein, mais c'est la plus belle des mélodies. Alors, c'est ces sortes de glissandos, comme on appelle en musique, entre deux notes, on les relie par... D'où la nécessité aussi d'observer ces baleines, et c'est ce dont nous parlait Jacques, c'est-à-dire comprendre ce chant, comprendre ses comportements. Et donc, Jacques, peut-être pour vous, la prochaine question, vous qui avez justement observé à la fois les baleines, à la fois les différents êtres vivants de cet espace maritime et océanique, comment est-ce qu'ils ont inspiré votre travail ? On a vu le Sea Orbiter et les courbes de l'hippocampe. Alors, je crois que le peuple qui a le plus observé les baleines, et je vois avec un immense plaisir Cécile Gaspard ici, qui fait partie de ce peuple de la mer polynésien, et ça me touche, Cécile, que vous soyez là. Elle pourrait vous le dire encore mieux que moi, parce qu'elle plonge, elle a cette chance merveilleuse, et elle m'a amené plonger à Montréal, au large de Montréal, pour... voir, écouter le chant des baleines, mais elle, c'est tout le temps. Dès que la migration arrive, là, hop, Cécile, vous ne la voyez plus, elle est tout le temps avec ses tortues, avec ses baleines. Et elle fait un travail merveilleux en Polynésie. Et c'est vrai que ça vous inspire d'abord, ça vous amène dans un autre monde, un autre univers. C'est toujours pareil, c'est assez difficile d'expliquer quand on ne l'a pas vécu, parce que ça peut paraître des fois prétentieux, des fois puéril, des fois naïf. Mais c'est très difficile. C'est quelque chose qu'on ressent au plus profond de son être. D'abord, ça vous envoûte, ça vous envoûte, ça vous prend complètement quand vous êtes sous l'eau. Parce que, imaginez, vous êtes suspendu entre deux eaux, et là, vous sentez ce chant qui arrive, mais sur l'ensemble du corps. C'est pas à travers les oreilles. C'est ça que vous ne savez pas. Sous l'eau, c'est la boîte crânienne qui rentre en résonance, et la cage thoracique, et les jambes, les bras, tout le système osseux rentre en résonance avec ces vibrations. Donc, c'est des choses que vous ne percevez pas sur Terre. Certains animaux le perçoivent. Les chiens le perçoivent, ces vibrations. Mais nous, on ne le perçoit qu'à travers le tympan. Et donc,
c'est sûr que du coup, il y a une poésie qui s'établit, on a envie donc de créer, on a envie de... Et justement, comme disait Léonard de Vinci, allez prendre vos leçons, allez prendre cette création à travers le vivant, à travers la nature, et en toute humilité, tous les projets que vous avez vus s'inspirent d'une façon ou d'une autre. On ne va pas faire une baleine, on ne va pas faire un dauphin, on ne va pas faire un coquillage, mais de comprendre comment la nature, à travers 3 milliards 800 millions d'années, s'est adaptée. Ce n'est pas la nature qui est en danger. Ne faites jamais cette erreur. C'est l'homme, c'est les êtres humains qui sont en danger. Regardez ce qui s'est passé avec le coronavirus. La nature, très très vite, a refleuri, est revenue. Elle est capable, elle a une puissance. Donc n'ayons pas cet orgueil. Par contre, ça ne justifie pas tout ce qu'on fait en destruction, bien entendu. Alors vous nous avez parlé du vivant et la dernière question pour Marc, avant de pouvoir laisser la parole au public, c'est une question qui ne porte pas sur le vivant, mais sur la matière. Vous avez parlé de l'océan comme ligne d'horizon dans votre création. Est-ce que l'océan, c'est également une matière parmi toutes celles que l'architecte mobilise dans son travail ? Oui, dans la mesure où on revient toujours à cette question de l'immensité et de la connexion qu'on peut avoir avec quelque chose qui nous dépasse. Mais la mer, je pense que dans tout ce qui est dit, c'est qu'elle nous est complètement étrangère. Ça peut être effrayant même, une telle immensité, et en même temps, elle fait partie de nous. Il y a une intimité, une étrangeté en même temps. Et dans cette balance entre intimité et étrangeté, forcément qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a le fait, pour relayer ce que dit Jacques, ce que dit Muriel ou ce que dit Régis, c'est que quand on est en contact avec la mer, on comprend qu'on fait partie de la nature et qu'on est la nature nous aussi. Une chose qu'on a largement oubliée quand même au XXe siècle, même dans la question de l'environnement, il y a nous et la nature. En fait, on est la nature au même titre qu'une baleine, au même titre que tout. Et donc, accueillir, parce que l'architecture ne peut pas être mouvante, elle peut pas. Mais en revanche, elle peut établir des correspondances avec cet univers-là et elle peut l'accueillir. Alors, on va laisser... Ouais. Je voudrais, profiter d'un petit moment de silence pour rebondir sur ce que disait Jacques. Je pense que c'est très important ce qu'a dit Jacques, de comprendre. C'est pas la nature qui est en danger, c'est l'homme qui est en danger. Je voudrais vous raconter une petite histoire que m'avait raconté Yves Coppens, qui était un monsieur merveilleux, qui était le père, on l'appelait le père de Lucie. C'est lui qui avait découvert Lucie. Ça n'est plus aujourd'hui la plus ancienne femme du monde, mais ça l'était à l'époque de sa découverte. Et il disait... il racontait l'histoire du monde et il disait, vous savez, la planète, elle était toute bleue au début, c'était magnifique, je la voyais de loin, elle était toute... Puis alors un jour, il y a eu des mouvements sismiques, alors il y a eu des taches marron qui sont arrivées sur la planète. Alors au début, je me disais, ce marron dans le bleu, puis je m'y suis habituée et c'était assez beau. Et puis à un moment donné, il y a eu des petites taches vertes sur les taches marron. Alors ma planète, elle est devenue bleue et puis marron et puis verte. Et puis figurez-vous qu'un jour, il y a eu des toutes petites constructions rouges, blanches, plusieurs couleurs. Alors, elle était très diversifiée, ma planète. Et puis, dans 5 milliards d'années, elle explosera. Et il y a un monsieur qui était dans le public qui lui a dit, pardon, monsieur Coppens, vous avez dit 50 millions d'années ou 50 milliards? Il a dit 50 milliards. Et le monsieur a fait, ouf. Alors, il nous reste 5 minutes, donc on peut peut-être accueillir 2 ou 3 questions s'il y en a dans le public. La question est pourquoi? Alors, on a une question là-bas. Bonjour. Moi, j'ai une question pour Muriel Mayet-Holtz. Dans tout ce que vous nous avez raconté, vous nous avez parlé donc, de votre rapport à la mer dans vos mises en scène, à travers les décors. Vous avez aussi beaucoup parlé de la respiration. Comme la mer est un élément tout le temps en mouvement, je me demandais quelles sont vos inspirations dans le rapport au corps, notamment sur tous les déplacements qu'il peut y avoir dans vos mises en scène, et quel est l'impact de la mer sur ceci? Justement, le mouvement.
le mouvement intérieur. Le mouvement, c'est pas forcément spectaculaire. Je parlais tout à l'heure de respiration et j'essayais d'expliquer, alors évidemment trop rapidement, mais comment un artiste, quel que soit son médium, qu'il soit peintre, qu'il soit musicien, compositeur ou acteur, il réagit à une émotion. En fait, il faut prendre, c'est comme en chant, il faut prendre de l'air pour pouvoir après, sur la colonne d'air, mettre une note. Mais c'est pareil, c'est le mouvement. Et là, par exemple, dans Le vieil homme et la mer, de temps en temps, donc ils sont deux, il y a le jeune garçon qui s'appelle Manolin, et puis le vieil homme, Santiago, et les deux se partagent le récit, puisque c'est un roman, hein, donc on a fait une adaptation. Et à un moment donné, ils sont debout, et juste, ils respirent comme ça ensemble. Et je voulais pas qu'il y ait un chorégraphe, parce que je voulais que les deux se débrouillent pour respirer ensemble. Et dès qu'ils le font, dans la seconde où ils le font, on a l'impression qu'on est sur la mer. C'est magique, parce qu'en fait, c'est une question de mouvement, j'ai envie de dire presque intérieur, ce qu'on peut appeler l'intuition, on peut lui mettre plein de mots, mais l'inspiration, l'intuition, la réaction au mystère de la vie. Est-ce qu'il y a une dernière question dans le public ? On va pouvoir conclure dans ce cas. Vous remercier, mesdames et messieurs les académiciens, de votre participation à cette table ronde et dire un mot de la participation de la Fondation Jacques Rougerie à l'UNOC. Vous pourrez nous retrouver dès demain dans la salle Orca pour une université de l'océan avec des jeunes, mais aussi des moins jeunes, qui viendront vous raconter leur expérience de l'architecture maritime. Et puis ensuite, le 7 juin, on vous donne rendez-vous dans l'Agora pour une remise des prix exceptionnelle avec des jeunes au Costa Rica, 135, qui se sont mobilisés pour sauver une ville qui s'appelle Punta Arenas et qui est menacée par la submersion. Et ils ont trouvé des solutions, donc on va reconnaître cet engagement dans l'Agora ce jour-là, et dans la foulée, une petite conférence, notamment sur comment est-ce que l'industrie peut s'adapter à ces enjeux océaniques. Enfin, vous dire que sur la promenade des Anglais et dans la Baleine, vous allez pouvoir retrouver certains projets réalisés par ces jeunes architectes qui travaillent avec la Fondation Jacques Rougerie. Je vous remercie beaucoup de votre attention et puis merci encore pour votre participation.